À Noël, on avait distribué ça aux vieilles dames et aux vieux messieurs de la maison de retraite où était ma mère. Elle avait ça devant elle et je lui ai demandé de le ramener à Paris, de le garder ici. Depuis la mort de ma mère, l'impression d'être devenu terne. Genre le premier, le petit, 1970. Le deuxième, 71. Et puis le troisième, 72. Jour après jour. Je relis mon journal quotidien de 1970. Que de la difficulté, que de la dèche, que d'idées encore confuses sur le cinéma, sur la façon de vivre, sur aimer, le désordre. Comment en suis sorti? Mon Dieu, comment j'ai fait? Je commence à lire mon journal il y a 35 ans et j'attrape une crise de gouttes. Oh. Pied enflé, œdème, Oedipe. 18 août 1971. Je reproche à Germaine, c'est ma mère, je l'appelle par son prénom, d'écouter mes conversations au téléphone et de me donner des conseils après sur ma façon de m'y prendre dans mon métier. Elle est devant sa coiffeuse à aviver son visage si gris. Elle pleure. Je sais que je parle trop, sanglote-t-elle. Moi, ça m'étreint le cœur. J'ai envie de pleurer à mon tour. Germaine a mis sa robe brodée de fils d'argent. J'ai pris une veste, une chemise blanche et une cravate jaune à mon père. Et nous sommes descendus en Alpha entendre les pêcheurs de perles au casino. Germaine et Tony c'est mon père, nous attendent à la gare et nous montons à Busset dans le brouillard que traversent les codes. Irène dépose à la cuisine son sel de mer et son huile d'olive. Elle propose à Germaine de les utiliser. Elle s'attire cette réponse peu aimable. Oh, moi, vous savez, je ne suis pas maniaque. Le sel, le levain et en même temps le danger de ces carnets, c'est Irène. J'en suis à 1971 et au mois de juin. Et j'ai la gorge. Il reste 7 mois à vivre à Irène. Quand je vivais avec Irène et que j'écrivais chaque jour sur ce carnet, je le laissais sur ma table. Elle pouvait donc le consulter quand elle voulait. Je n'ai jamais su si elle l'avait fait ou pas. Pendant des mois et sur près de 2 années, puisque j'ai écrit pendant 2 années. Évidemment, je ne lui ai pas posé la question. Et j'écrivais sous la lumière de cette lampe qu'elle m'avait donnée et qu'elle aimait beaucoup à cause de l'oiseau. Elle savait des choses. Dans 2 films, je lui ai demandé d'écrire 2 séquences, 2 ou 3 même. Et je me souviens d'un petit dialogue, mais il faut que je le retrouve. J'ai failli te téléphoner cet après-midi à ton bureau pour t'enlever, même 1 heure. J'avais pensé à un petit hôtel, l'hôtel Cristal. Ma mère descendait toujours là quand elle venait me voir à Paris. J'ai failli louer une chambre et je ne l'ai pas fait. Tu crois qu'il y en a encore pour longtemps? 7 minutes.
téléphoné cet après-midi à ton bureau pour t'enlever. Ça s'est passé comme ça, Même 1 heure. entre Irène et moi. C'est du mot à mot. J'avais pensé à un petit hôtel, l'hôtel Cristal. Ma mère descendait toujours là quand elle venait me voir à Paris. On parlera pas, c'est ta mère. Non, mais il se trouve qu'il est juste à côté de ton travail et ma mère venait toujours là. J'ai failli louer une chambre. Puis je l'ai pas fait. Pourquoi pas? Parce que, je sais pas, ton travail est important, j'ai pas osé te dévergonder. C'est joli, ça. Tu sais que j'aime autant que ce soit moi que tu dévergondes. Mais je parle de toi. Ouais. J'ai dit te dévergonder. C'est Ouais. pas une idée générale, c'est quelque chose de très précis ce que je suis en train de te dire en ce moment. J'ai rêvé que Sophie Marceau me téléphonait, me donnait rendez-vous dans un café que je connais, le Lamartine. Elle me disait je serai au fond l'après-midi. Et elle me disait qu'elle était la fille d'Irène. Et elle avait les carnets à la main pour le prouver. Et puis après elle m'a dit, mais si vous voulez faire un film sur elle, moi, je suis la seule à pouvoir le faire. Je la cache là. J'ai une conversation très ancienne qui dure depuis un temps fou avec elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et j'ai toujours eu envie de la filmer. Où en suis-je donc avec toi? Je cherche un truc. Comment te filmer? Comment rendre compte de ton merveilleux? J'ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé. Voilà. Résiste. Oui, je crois qu'il faut que je lâche la caméra. Chargeur de la caméra. Cassette au cas où on pourrait filmer quelque chose. Le film au travail. Petit carnet noir du roman de mon film. Va-t-il aboutir ou va-t-il imploser? 3 jours là, sans sortir, ne pas te débiner, hein? Sans peur. Un lac, un petit lac des Vosges, retourne mer. Nous décidons de le traverser à la nage. Au milieu, j'ai une crampe à la jambe droite. J'aurais été seul, je serais mort. Elle me tire. Elle était vigoureuse jusqu'à la rive. Ma vie future pour quelques années était fixée. C'est Irène qui rôde ses ailes autour de la maison le soir. Elle est là. Elle vient me demander quelque chose. Un film entier sur une disparue, Puis je me dis, c'est uniquement l'existence de ces carnets qui me pousse à faire un film. Mais à mon avis, il y a autre chose qui m'attire vers elle, à aller vers elle. Je cherche les toilettes, je tombe sur Fellini, la sortie.
ici, les toilettes sont pas indiquées. Je suis au cinéma du Casino de Trouville. Pousser, je pousse. Je tombe sur la Passion du Christ. Ah. Dehors. Ah, toilette. Je trouve mon projet trop riche, éclaté. Et j'ai pensé que ça serait peut-être pas mal qu'il se passe entièrement dans des chambres d'hôtel. Je me souviens d'une qui m'avait dit « Oh, tous les petits cavaliers qui sont partis par là. » Quand je pense que quand je serai mort, je serai tout raide. Comme certains avec qui j'ai fait le chemin. À midi, je demande à la réception une chambre jusqu'à 19h. Pourquoi ces barreaux? Cette serrure? Ça m'amuse d'imaginer Irène qui marchait d'un pas très très vif tout le temps parce qu'elle trouvait qu'elle avait les fesses un peu molles. Mais comment filmer ça? Comment filmer ça? Est-ce que je suis à la recherche d'une image cachée, interdite, que je croirais essentielle si je la trouve? Mon esprit et mon corps remercient Irène de sa mort. Ils ont appris à travers ma détresse et ils sont devenus meilleurs. Cela dit, tout ça est fort joli, mais j'attends la personne que je filmerai et qui sera le corps de mon film. Est-ce que je vais aller vers toi? Revenir à mes premières amours, aux belles femmes, intelligentes et vives, qui rassurent la planète sur la qualité de la race humaine. Dimanche 14 novembre 1971. Irène, dans la pénombre de la chambre, prend son frishti de 5 heures du matin. Je l'entends mastiquer son pain. Le vin coule dans le verre. Elle disait les garçons, elle disait les mecs. Quand elle disait les hommes, c'était les salauds. Elle préférait faire l'amour le matin, le soir, sans empêcher ses savants préparatifs au sommeil. Assez souvent, après avoir joui très fort, elle était prise de gros sanglots. Je lui demandais au début ce qu'elle avait. Elle ne savait pas. Elle disait « je t'aime », et pleurait, pleurait. Je ne la questionnais plus. J'essuyais ses larmes et caressais ses cheveux. Elle me serrait contre elle.
Je ne me souviens pas pourquoi j'ai raturé là, quand j'ai écrit à cette époque. C'est la torche de Caroline, qui est propriétaire de ce lieu qu'elle me prête. Et puis, c'est des petits cailloux que j'ai trouvés chez elle aussi. Et les boules il y en avait partout dans les coins. Ce qu'elle désirait le plus, c'était d'avoir un enfant. C'était lié à celui de son adolescence qu'elle avait été obligée de jeter. Et puis elle a eu son accident. Ils l'ont conduit à l'hôpital. Ils l'ont sorti de sa voiture, ils l'ont conduit à l'hôpital de Versailles. Ils l'ont rasé. Ils l'ont rasé là aussi. Et puis, en fait, de gros ventre, ils l'ont mise sur une table d'opération. Et puis, c'est là qu'elle a son dernier souffle. Et elle m'a laissé. Avec la petite flamme, elle m'a laissé. Et elle m'a sauvé en même temps. Cette couette fait terriblement penser à elle. Cette espèce d'immobilité un peu animale, d'attente. Et puis tout d'un coup, elle se paraît et elle se montrait en public. Mais quand elle était seule, voilà. Quand elle était à l'intérieur, elle avait une grâce. Et c'est ça que je préférais. Je la regardais. Elle avait les yeux marrons, un vrai regard précis. Et j'avais remarqué depuis 2 ou 3 ans quand même que il devenait un tout petit peu, pas opaque, mais un tout petit peu embrumé, comme s'il y avait un petit voile dessus. Et ça me frappait. Et quand elle sortait, que son jus ne sortait pas, ne fonctionnait pas, ça la rendait furieuse, elle avait envie de rentrer. C'est le petit passeur. Il l'a conduit jusqu'au fleuve. Il lui a fait traverser, il était très très large, et il l'a conduit dans le royaume des ombres. Il est 3 choses qui me dépassent, et 4 que je ne connais pas. Le sentier de l'aigle dans les cieux, le sentier du serpent sur le rocher, le sentier du navire en haute mer, le sentier de l'homme chez la jeune femme. J'ai acheté ça pour mon hôtesse, pour faire un petit bouquet d'accueil. Et puis, le problème, c'est de dire que quand elle était si mal, quand elle voulait disparaître,
j'étais tellement embarqué, terrifié. Je voulais la sauver et en même temps, je pensais que j'allais y laisser tout, que j'allais disparaître avec elle. Et il m'est arrivé de souhaiter qu'elle meure. Un jour que j'étais en promenade avec elle, qu'elle marchait devant moi et qu'il y avait des pierres au sol, je me suis dédoublé, je suis sorti de moi-même, j'ai ramassé une pierre et je lui ai fracassé la nuque. Et je suis rentré en moi-même après. Je m'étais doucement assoupi et puis j'ai une petite image très forte. C'est que je mettais mon carnet de 71 sur mon camping-gaz. Alors là, c'est quand même très curieux. C'est-à-dire que je voulais... Ouf! Mais j'aurais bien aimé quand même le transpercer, le détruire. Les images sont trop fortes. Hein? C'est trop difficile. Mais en même temps, il y a le charme. Chère Irène, cette fenêtre devant ma table de travail me rappelle qu'un jour elle était entrée et qu'elle était allée à la fenêtre et elle avait un petit panier à l'ancienne à la salade, de salade pour secouer la salade. Elle avait ouvert la fenêtre, elle avait secoué la salade. On était au 4e étage, sur le jardin. Et puis elle s'était retournée vers moi et elle avait secoué la salade devant mon bureau, sur le sol, là, comme ça. Plusieurs fois, en me regardant. J'avais pris des notes avant, sur le bureau, pour ne rien oublier. Et puis en fait, j'ai tout oublié. Je ne me souviens pas de cette balance. Elle était peut-être là. Puis je me souviens très bien du porte-savon. Et de la classe. C'est ça qui me plaît. Et le bruit. Ça. Je dormais près de la porte. Moi au fond. Non, elle au fond. Parce qu'elle avait un sommeil fragile. Et moi près de la porte. L'attente au mois de janvier. Jusqu'à minuit. Jusqu'à l'appel téléphonique. Nous avions dormi dans cette chambre d'une maison amie où nous allions depuis des années, régulièrement. Nous avions déjeuné
Et après le déjeuner, elle avait décidé de faire une promenade dans la forêt. Je lui avais dit d'accord, mais attends un petit peu, je suis pas prêt. Et puis je l'ai entendu, j'étais dans la chambre, qui s'impatientait un petit peu et qui me disait alors tu viens? Et je lui dis attends un peu. Et elle m'a dit tout d'un coup je pars. Et elle est montée en voiture. Là on ne voit plus la rue, la voiture était rangée derrière la grille. À 6 heures, elle n'était pas de retour. À 8 heures non plus. On passe quelques coups de fil. À droite et à gauche, on ne s'inquiète pas trop. À 11 heures du soir, rien. J'étais assis là, au bout du canapé. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Je crois que c'était le même téléphone. Et de l'endroit où je me trouve, je vois les jambes du maître de maison se dérober sous lui. J'apprends plus tard qu'on lui avait annoncé la mort de sa femme parce que c'était la voiture de sa femme. Il n'y avait aucun papier, il a fallu que la gendarmerie, c'était un dimanche, fasse une enquête. Il a compris au bout de quelques instants que ce n'était pas sa femme qui était morte, mais la mienne. Il me l'a annoncé et je me souviens avoir poussé un grand cri et m'être écroulé. Après des visages, des visites. Et je suis resté seul dans la pièce, dans cette grande pièce, dans ce lit. J'ai fini par m'endormir. Oui, je me suis penché. Elle était là, en bas. Et non, pas maintenant, attends un peu, on n'est pas pressé. Elle a dit j'y vais, bah vas-y. C'était peut-être même un tout petit peu plus rude que ça. Et j'ai bien vu la voiture démarrer, là. Bien vu. Et la place vide après. Je me souviens très bien. Là, il est 7 heures de l'après-midi. Elle était partie à 3 heures. On pouvait encore penser qu'elle s'était un peu perdue et qu'elle allait rejoindre sa voiture. Mais j'oubliais, c'était quand même au mois de janvier et le jour tombe à 5 heures. En fait, on était horriblement inquiets. Mais comment elle était partie dans la forêt de Rambouillet. Comment aller la chercher? Où aller la chercher? Je crois qu'on a téléphoné à la gendarmerie, je crois quoi. Je ne sais plus, il fallait que je demande. Mais je n'ose pas demander, je ne veux pas demander. Voilà.
retour au présent. Je respire mieux quand même. Je me suis procuré le numéro de ton portable et je n'arrive pas à le composer. Je n'arrive pas à franchir le pas et à te proposer d'entrer dans ce film à tes petites heures, à tes petits moments de liberté comme ça, qu'on se rencontre très vite et puis que tu reprennes ta vie normale. J'ai même rencontré une fille magnifique, Vanessa. Elle est venue. Elle a cette façon comme Irène de passer, mais en une fraction de seconde, de la gaieté à la tristesse, à l'absence. Elle m'a ému, elle m'a raconté son père était venu la voir. Ils étaient montés en voiture en haut d'une montagne et ils avaient regardé l'immense paysage tous les deux. Et elle aurait voulu que ça dure toute la vie. J'ai du mal, hein, là. C'est tellement long ce que j'ai à lui dire qu'il faut que je résume. Et pourquoi je ne sais pas être concise. Attends. Et pourquoi tu serais concise? Oh, et donc ça va faire 25 pages sinon. Bon, c'est pas grave. Mais non, ça se lit 25 pages de tendresse, ça se lit en une seconde. C'est vrai. Oh. Mais enfin, Irène est si vivante, si précise, si unique dans ma tête que impossible de reconstituer avec elle ou avec d'autres. Voilà, je vais toutes les chasser, m'en débarrasser. Elles ne seront jamais elles. Jamais elles. Mon téléphone m'appelle. C'est un signe. Irène, quand nous allions à l'hôtel ensemble, ça m'est égal de passer pour un obsédé. Je l'ai été. Elle s'est endormie. Un homme seul, c'est rien. C'est léger, ça passe. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Je vais chez une amie, à moi et à Irène, et je ne lui poserai aucune question. Je préfère descendre vers l'ombre, seul.
chute, escalier mécanique, tenant la caméra. Puis un sacré coup sur la trombine. Ça, on peut dire que je me regarde. Je n'ai pas mes lunettes, mais pour une fois, je me vois très bien. Mon nouveau et dernier visage est arrivé, hein, mon bonhomme. Regarde bien. Regarde bien. La chute dans l'escalier mécanique en filmant du métro rue de la Pompe. Laisse tomber. Ne fais pas ce film. Ne fais pas ce film. Ne fais pas ce film. Laisse tout tomber, tu es tombé. Dans l'escalator, c'est un signe, arrête. Oh, c'est la tête qu'elle avait quand je voulais faire un film sur elle. Ouh là là, la petite panique, la petite inquiétude que tu avais 15 jours avant le tournage. Et en même temps, tu t'es attiré que je te filme, que je m'intéresse profondément à toi. J'avais trouvé un peu d'argent, un appartement, on allait s'enfermer pendant 4-5 semaines. Enfin, il était question de toi et de moi, en fait. D'une petite enquête à deux, d'un petit état des lieux. Très sentimental, mais en même temps, ça pouvait être rude. Et tu le sentais. Quelques jours avant le tournage, ton accident, la foudre, une trace perdue à jamais. Quelle horreur! Quelle horreur! Donc, on récapitule. Je filme en montant l'escalier mécanique. Je tombe. Je rentre. 3 semaines après, j'ai un zona terrible. Je me souviens que j'habitais. À 50 mètres du métro Pompe. Pourquoi? Quand j'ai rencontré Irène, j'avais un tout petit studio. Quand je l'ai rencontré, que j'habitais 2 pas du métro, à 50 mètres du métro, où j'ai failli disparaître, où j'ai failli me briser. Oh. Oh. Petit café qui existe toujours. Petit café à l'ancienne, des années 50. Moi j'avais un petit studio là-haut, elle rangeait sa voiture derrière le lycée. Discrètement. Et elle venait me voir. Ouais. Je suis à 50 mètres du lieu de ma naissance. Ma mère a accouché à l'aube et mon père a voulu partir à son travail à Paris et a pris le train. À la même heure, la laissant là.
Je suis né derrière ces grilles, aux 3 rue Charles Chotard, à Vendôme. Une tranche de pastèque au marché de l'avenue de Versailles qui a tout de suite attiré mon attention. Alors, je l'ai creusé en rentrant et j'ai mis un œuf à l'intérieur. C'est moi attendant de sortir du ventre de ma mère. Et il y avait un petit problème, c'est que je me présentais par les fesses. C'est-à-dire j'étais un siège alors que je dois me présenter par la tête. Alors, ils ont enfoncé dans le sexe de ma mère un forceps, qui s'appelle un forceps, et ils m'ont à l'intérieur retourné. Voilà. Ça a été assez terrible. Et ils m'ont sorti par la tête. Le problème, c'est que j'avais cassé le moule, c'est-à-dire que après cette charcuterie, ma mère n'a pu avoir d'enfants, d'autres enfants. Et c'est ce qui est arrivé à Irène, au début de sa vie de femme. C'est-à-dire que pour ôter son enfant, on lui a enfoncé une sonde dans l'utérus pour élargir le passage et vider l'utérus de cet enfant embryonnaire. Et ça sortait un tout petit peu, et comme elle disait, ça lui butait sa culotte. Le père était un très jeune étudiant en médecine. Irène disait qu'elle était allée directement à la bourgeoisie. Heureusement que son père n'a rien su, parce qu'il l'aurait démoli. Il me billait dedans, elle disait, il me billait dedans. Et en même temps, hein, quand elle était enfant, il la soulevait avec il était costaud, avec une telle légèreté, une telle douceur, qu'elle s'évanouisserait presque. Et puis, tous ces hommes-là, qui voulaient coucher, les hommes qui voulaient coucher avec elle, elle finissait par... ils étaient si pressants, elle finissait par dire oui. Mais le matin, Irène s'est levée de bonne heure. Elle n'avait pas entendu son réveil pour se rendre à la clinique de Cohen, rue de Marignan. Il lui a insufflé les trompes pour les déboucher. Elle est revenue assez triste parce qu'il n'y a pas eu contact entre le médecin et elle. J'ai saigné. Elle y croyait encore. Elle y croyait. Elle conduit, je suis assis à sa droite et je regarde à la dérobée son pied sur l'accélérateur. Et puis elle s'arrête. On était dans une maison au cours d'un week-end où j'avais fait sa connaissance et elle avait une place, elle m'a ramené, elle me ramène à Paris. Et elle s'arrête, on se promène dans une espèce de toute petite forêt très, très clairsemée, on bavarde, et puis très légèrement, en marchant, elle me prend le bras. Et puis nous remontons en voiture, et arrivé à Paris, alors quel est je passe chez moi, je vous dépose chez vous, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Finalement, c'était plus vite d'aller me déposer d'abord chez moi. En fait, elle est montée prendre un verre et elle est restée et elle est partie tôt le matin.
En me quittant, elle m'a dit qu'elle me téléphonerait. J'ai dormi, j'ai attendu. J'ai regardé le téléphone. Je ne suis pas sorti en cas d'un appel. Puis j'ai fini par comprendre qu'elle était à sa vie de tous les jours et que le tour de bonté, comme il disait, serait aussi long à se reproduire qu'une étoile. Mais je continuais à espérer et un jour elle m'a téléphoné, elle m'a dit je pars dans les Vosges et je l'ai accompagnée jusqu'au petit lac de Retourne-Mer. Cette stérilité qui la tourmentait tant, en fait, moi, en tant qu'homme, m'arrangeait. Régulièrement, elle me reprochait deux choses. La première, c'est de lui avoir fait boire du vin. Je lui disais, mais écoute, le vin, c'est le sang du Christ. Dans les évangiles, tu les as lus comme moi, hein? Il verse du vin et il dit à ses disciples, prenez et buvez, c'est mon sang. Le deuxième reproche qu'elle me faisait, c'était de lui avoir fait perdre la foi. Et je lui répondais, écoute, c'est moi, ce que je désire, c'est que tu aies la foi en toi. Alors que tu passes ton temps à dire « je fais tout mal ». Oh, alors elle, à ce moment-là, elle se mettait un petit peu à ruminer et elle me dit « tu m'embobines, tu m'embobines ». Et elle avait toujours cette phrase magnifique, c'est « j'aimerais connaître mon secret ». J'aimerais connaître mon secret. J'aimais beaucoup aussi je peux crever la bouche ouverte, monsieur. J'adorais ça. Elle savait qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même un truc difficile et elle n'arrivait pas à le... Nous dînons à la cuisine. Irène me dit, écoute, il m'est arrivé quelque chose, je vais te raconter une histoire. J'étais à un dîner, alors toujours la même chose, tu n'es jamais là, tu tournes, tu repères. J'étais à un dîner, et puis la conversation tourne autour de l'amour, des habitudes de chacun. Et un homme dit, moi ce qui me plaît, c'est de payer les femmes. De payer les femmes, pas les professionnels. Et à ce moment-là, son regard tombe sur moi et il a vu que je baissais les yeux. Il m'a téléphoné. Il m'a proposé de le rejoindre et j'y suis allé. Et ça s'est pas trop mal passé. Il me plaisait pas quand je l'ai vu et puis je dois dire que ça n'a pas été désagréable. Et elle me dit, mais ça ne te fait rien que je te raconte ça? Et tu sais pourquoi je te raconte ça? Parce que je voudrais que tu me battes. Mais je voudrais le mériter. Et là, je le mérite. Je reste immobile. Et puis elle est prise tout d'un coup d'une espèce de fureur. Elle commence à casser son assiette sur le sol. Puis elle ouvre le placard. Et le service y passe petit à petit. Je me glisse dehors, je vais marcher dans la rue. Je ne voudrais rien perdre du petit chou. Où ai-je puisé l'énergie, quelques jours après sa mort, de noter sa litanie érotique?
Aujourd'hui, je ne pourrais la reconstituer. Je n'ai pas laissé hors de mon stylo une seule invocation, un seul cri. J'ai tout écrit, mais les mots refroidissent de saison en saison. Ils me servent mal maintenant à produire un émoi. Ils sont la mort et non plus cette illusion de la vie encore que j'ai entretenue le plus longtemps que j'ai pu. La dame aux camélias, elle regarde Greta Garbo en train de mourir à la télévision dans les bras d'Armand. Elle est assise contre le mur, sur le lit. Il fait très chaud, nous sommes sans vêtements et j'ai ma tête calée dans son giron. Je suis en travers du lit et je vois en contre-plongée son visage plein de larmes et je sens contre mon oreille les soubresauts des sanglots dans son ventre. Les larmes coulent sur son sein, sur mon visage. Et puis, le drame s'arrête. Elle dit quand même, c'est trop bête, il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas, que quand ça arrive, c'est idiot que ça marche pas. J'ai retrouvé cette photographie que j'ai faite un soir. Irène console son chien malade. Il mourra 2 jours plus tard. Je n'ai jamais vu un visage travaillé par la douleur comme celui d'Irène. Et moi, quand elle regardait Madame Camélia, j'étais exactement, ma tête était exactement à la place d'Ignace. J'ai très peu de photos d'elle parce que je préférais la garder vivante dans ma tête que figée par les photographies. Il lui dit là qu'il va la quitter bientôt. Je le voyais moi, mais elle ne voulait pas. Je me souviens, c'était le canapé du living room. Irène a 15 ans avec sa mère à droite et son père entre la mère et le père de son épouse. Et son père a adoré ses beaux-parents parce que les siens étaient morts asphyxiés par un poêle. Ils étaient en vacances à Sainte-Maxime. Irène est poussée par ses copains, devient Miss Sainte-Maxime, Miss Côte d'Azur et Miss France. Elle avait vraiment 15 ans parce que c'est écrit derrière de la main de sa mère. Son père était ouvrier chaudronnier. Il avait acheté un vieux camion. Il avait commencé à transporter des meubles et il avait fini par avoir une boutique de meubles de cuisine et de meubles rustiques. Sa mère avait travaillé dans une charcuterie. En Bretagne, plus tard, pas très longtemps avant sa mort, elle me regardait quelquefois comme ça. Elle attendait. La maison où j'ai appris la mort d'Irène est vendue par notre hôtesse si attentive.
Je n'arrive plus à voir, à entendre Irène se déplaçant. J'étais à cette fenêtre lorsqu'elle m'a dit « Alors tu viens ?» Je lui ai dit « Attends un peu » qu'elle me dit qu'elle partait. Elle est montée dans la voiture là. Elle est partie. Elle n'est jamais revenue. Elle est sortie. Elle est sortie par cette porte. Deux minutes après son départ, au prochain carrefour, elle est percutée. Elle est encore lucide, elle indique au sauveteur comment la sortir au mieux de la carcasse. Il était donc 3h et quelques minutes. Elle n'a pas donné le numéro de téléphone où je me trouvais, le numéro de téléphone de la propriétaire de la voiture. Elle pensait s'en sortir. Encore une fois, je suis nul et j'ai fait une connerie. Édouard Manet, Musée des Beaux-Arts de Lyon, donation Jacqueline de Lubac. C'est exactement le regard d'Irène. Je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Son père disait, cet argent que j'ai gagné, je l'ai transpiré. Les communistes y travaillent. Ce sont des ouvriers comme moi. Mais ils vont au bistrot, eux. Il avait un pistolet pour se défendre en cas de vol et il disait je tire au plafond en second. Je préfère être le boucher que le veau. Et il dormait avec un revolver sous son oreiller. Quand elle était enfant et adolescente, elle habitait là. Ses parents avaient l'appartement au-dessus, au coin de la rue de l'Annonciade et de la montée des Carmélites. Elle était fille unique, très surveillée. Et elle avait, pour se défendre, appris à être double. Un jour, elle était à une partie de jeunes gens dans les beaux quartiers. Il y a eu un vol de bijoux, les parents s'en sont aperçus et les soupçons se sont portés sur la petite Prolotte, sur Irène. Et son petit copain l'a mollement défendu. Et on a fouillé son sac. Et je crois qu'il y a des mecs qui l'ont payé très cher après. Je crois que Irène était en cage dans sa ville de Lyon, je crois. Il voulait partir. J'ai bu un petit coup de Beaujolais, je suis à la fin du repas, il faut que je parle bas pour qu'ils ne m'entendent pas. Dans sa ville, depuis 3 jours, je suis à la fois transporté, oppressé. Je la vois tout le temps, enfant, jeune fille, et même à l'âge qu'elle aurait aujourd'hui. Et en même temps, je pense qu'elle a reçu ici, dans cette ville, je peux presque le toucher, mais c'est obscur, un coup profond. Un coup profond. Et qu'elle s'en est jamais remis.
Et elle était profondément ouverte et exaltée. Et quand elle était enfant, on lui a demandé de faire une rédaction sur un rêve. Et elle a raconté l'histoire d'un enfant qui tout d'un coup, comme elle, un petit garçon qui devenait un avion. Et c'était le petit garçon qu'elle aimait. Et elle a eu 0. Je quitte Lyon, la ville d'Irène. Je retrouve la courette. Un oiseau est mort sur la table. Je retrouve mon enfant de Tchernobyl. Saddam Hussein pendu, photographié par un téléphone. Et elle qui médite, qui cherche un peu de lumière, encore dénudée, les livres, la méditation, les genoux et les épaules. Tant d'années après, j'ai presque la certitude qu'Irène voulait mourir pour une raison qu'elle seule connaissait et qu'elle savait que jamais elle n'en parlerait à personne, qu'elle ne pouvait en parler. Mes carnets, 71 que j'ai restaurés après l'avoir brûlé. Heureusement que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je les ouvre. Je la cherche. « 6 octobre 1971. Le père d'Irène dit que lui, il a réussi et qu'elle, c'est une incapable. Ce n'est pas le moment d'aller faire un tour à Lyon, une visite à Lyon. Irène en est partie pour devenir quelqu'un et ne rentrera pas les mains vides. Irène vient dans la vieille 404 décapotable de Marianne. Elle apporte son huile, son sel, son vin. Elle a eu un cafard horrible toute la journée. Ma mère m'a envoyé un chèque de 600 francs qui va aller droit chez le percepteur, dit-elle. Menace de saisie. Pendant le dîner, je bois sec le petit vin d'Alain. Ma pauvre tête a calmé, à engourdir. Irène aimerait bien que je me laisse pousser la moustache. Irène a entendu à la radio Lederman, Céline, vanter ses chaussures à talonnettes pour hausser les petits. Sans rire, elle m'en parle pour qu'elle puisse, elle, porter des chaussures à talons hauts. Jean-Louis en met bien. Ce matin, j'ai entendu Irène se lever. À son pas, j'ai compris que ça n'allait pas. Elle est venue vers moi, le visage défait, et elle m'a dit « J'ai envie de me suicider, c'est terrible. » Je lui ai dit « Je vais t'attacher. » Sa réponse désabusée a été « Tu seras bien débarrassé. » Je viens d'arriver dans le château de mon ami de collège. Quelque chose m'y attend, je crois. J'avais hésité entre une cellule de couvent et cet endroit. Je choisis pratiquement à pile ou face. Le lit de mon hôte, de mon ami d'enfance, il s'est foulé une cheville à Paris, donc il n'est pas là pour m'accueillir. Qu'est-ce que je peux faire d'une si vaste demeure, moi qui ai habité des petits appartements de ville
La maîtresse du lieu disparue, Cher disparue. Mon ami connaissait très bien Irène, quand nous vivions ensemble. On m'a très gentiment demandé d'aller choisir mon vin dans la cave. Je n'y suis pas allé. Après la mort de sa fille Irène, Joseph disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Alors là, je lui pose la question. Il faut que j'allume avant la nuit, sinon j'aurai pas de repère. Je me casse la gueule dans les escaliers. Là, j'allume, je prends mes quartiers de nuit. Cet escalier est redoutable. Les 2 dernières marches dans le noir, on ne les voit pas. À cause de son sommeil si délicat, on avait chacun notre chambre. Et quand on allait à l'hôtel, on demandait 2 lits. Et chacun notre chambre, ça faisait un appartement dont le loyer était assez cher. J'ai fait des films publicitaires pour le payer à un moment. Ce qui nous séparait, c'est que elle avait tendance à me demander tout, et moi, elle avait l'impression que je ne lui demandais rien. Simplement d'exister, d'être là. Je me souviens avec presque de la tendresse de son air puté, bête, quand elle niait l'évidence et qu'elle jurait que ce n'était pas vrai sur la tête de quelqu'un qui mettait à chair. Elle me disait, mais tu sais, j'irais peut-être mieux si tu étais un metteur en scène célèbre. Tu vois, j'ose te dire ça, je sais que c'est épouvantable. Mais je suis franche, pour une fois, je te le dis. Ça me ferait du bien, c'est idiot. Mais c'est comme ça. Et ça me tuait, moi, d'être à l'origine de son bien-être ou de son mal, d'être toujours coupable mais responsable. Mais ça m'emmerdait en fait. Et je voulais que ça s'arrête. Et j'attendais la séparation. Mais qu'elle vienne un peu d'ailleurs. J'étais incapable de la provoquer moi-même. J'ai retrouvé ce dessin, je me suis dit que c'était le signe qu'il fallait que j'aille là. Depuis 4 heures, je suis éveillé. J'ai trouvé ici mon plaisir de Paul Morand. Je suis seul dans ce grand château depuis plus de 15 heures. Et là, je peux vagabonder mon esprit. Je prends la barque du petit passeur, je traverse le fleuve et j'arrive dans le royaume des ombres. J'ai retrouvé le petit passeur. Il m'a pris dans sa barque. On a traversé le fleuve. On est entré dans le royaume des ombres. Je t'ai cherché. Et puis je t'ai trouvé. Tu étais devant moi, muette, attentive, un peu absente. Je t'ai parlé vite,
avant que tu ne disparaisses. Je t'ai rappelé, tu sais, quand tu avais préparé ce dîner, où tu m'avais fait boire du champagne, une bouteille, puis une autre bouteille. Et puis tu étais irrésistible. Et à un moment, tu m'as bien regardé, souviens-toi, tu te souviens très bien. Tu m'as bien regardé. Et tu m'as demandé une humiliation précise. Tu m'as dit, c'est à toi de me la donner, pas à un autre, parce que c'est toi que j'aime. J'ai eu le cœur qui battait, je ne savais pas quoi te répondre. Je faisais des efforts pour te quitter. Tu avais fait une tentative de suicide. Le gaz s'était répandu dans la cage d'escalier. L'immeuble avait failli sauter. Et puis j'ai accepté de rentrer dans ta chambre secrète. Tu m'as pris par la main. Et après ton visage était si délivré, si paisible, irradié par ta lumière à toi, qui sortait cette fois-ci uniquement de toi. Et ce fut pour moi un bonheur absolument unique dans ma vie. Tu avais attendu. Tu avais attendu. Tu attendais, tu m'attendais. Et puis ta mort après, reste là. Ta mort après. Si vite. Et un bonheur si court. Aujourd'hui, je te demande pardon. Voilà, je suis venu te demander pardon. Je suis venu te demander pardon. Ne t'éloigne pas encore. Chères blessures d'Irène, qui me tiennent encore en alerte. Elles sont les siennes et elles sont les nôtres. Avec Irène, on peut faire reine ou renie. Elle renie. Nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez. C'était hier. Le 14 janvier 1972, l'avant-veille de sa mort. C'est la Sainte Nina. Nous sommes allés au balcon de la première de son film Faustine ou le bel été. À la sortie, je croise Ferry, qui me donne son accord pour mon film sur Irène. À l'intérieur de ma peau, je défaille de plaisir. Irène se tient un peu à l'écart, discrète, très bien. Les dés sont jetés. C'est merveilleux. À l'hôpital de Versailles où Irène avait été opérée et était morte, ils étaient prêts à mettre le couvercle sur le cercueil et il fallait que je sois là comme témoin que c'était bien elle qui était dedans. On est venu me chercher dans la voiture de la cour de l'hôpital et je suis resté immobile
Je ne suis pas descendu. Et c'est mon frère qui était assis à côté de moi qui est sorti à ma place et qui a fait le travail à ma place. Il a dit c'est elle et on a fermé, on a vissé le couvercle. Si j'étais allé voir son visage mort, peut-être que je n'aurais pas fait ce film. J'attends un train pour Paris. Et je suis le seul. « 13 mai 1972, 5 mois après son accident. J'essaie de penser agressivement à tout le mal qu'elle a pu me faire, stupide remède. Vu aujourd'hui, le mal apparaît merveilleux. Il était la vie, comme ce qu'elle a enduré par moi. Cette volée que je lui ai donnée le jour de notre mariage, le matin de notre mariage, devient un geste du temps de la lumière. Trahison, injustice, lâcheté sont aussi précieux qu'amour, tendresse, force. Elle trouvait la vie du rail. Elle savourait chaque petite joie. Elle avait une naïveté devant le bonheur qui me transportait. On fêtait ça aussi sec dans un bon restaurant, au Loulandaise par exemple. Elle disait, quand je serai heureuse, tu verras. Si j'étais heureuse, ça ne m'intéresse pas de voyager avant d'être heureuse. J'étais certain qu'elle y arriverait un jour. J'en étais obsédé. Je me perdais dans cette obsession. Dimanche, les cloches me viennent. Après la mort d'Irène, ma mère a toujours eu une photo d'elle sur sa table de chevet. Et j'ai toujours pensé que c'était pour me faire plaisir. Eh bien, aujourd'hui, je pense différemment. Je remercie pour leur aide Corinne Angevin, François Dolland, Anne Bergeon, Emmanuel Bernem, 2 fois, Jean Coulon, Caroline Cartier, Zoé Chantre, Marie-Christine Damien, Dominique Fano-Renaudin, Valérie Fartoua, Jean-Claude Fressé, Robert Foury, Florent Lavallée, Philippe Lecomte, Eliette Lepinet, Michel Manceau, Odile de Montalembert, Stéphane Partenay, Bruno Patin, Philippe Roger, Aléro Vidal-Quadras et Vanessa Vidoff.